bonsoir à tous. Bertrand Tavernier, bonsoir. Un grand merci de vous être joint à nous pour présenter cette carte blanche donc, que vous avez composée pour la Cinémathèque. Alors à l'attention des spectateurs, je vais préciser tout de suite donc, que vous allez découvrir un film, ce soir le dernier tournant de Pierre Chenel, mais que la carte blanche à composer Bertrand Tavernier se compose d'une dizaine d'autres titres que vous pourrez voir à partir de début juillet. Ici même, donc c'est ces titres que Bertrand Tavernier va présenter ce soir. Alors pour situer un peu le domaine, disons, vous avez choisi Bertrand Tavernier pour cette carte blanche, d'abord de vous en tenir au cinéma français, et puis en faisant, je dirais, la part belle à des films totalement oubliés, pour la plupart, mais pas exclusivement, des films des années 30 et 40. Alors peut-être pour commencer, vous pourriez expliquer ce choix. D'abord, c'est très difficile quand on vous donne une carte blanche, parce que moi j'ai des dizaines, plus que des dizaines de films que j'aimerais présenter, que j'aimerais faire découvrir dans toutes les cinématographies. Je pourrais faire toute une carte blanche consacrée au cinéma italien ou au cinéma anglais, qui est un cinéma qui a été très sous-estimé, et où il y a beaucoup de choses après les imbécilités écrites par Truffaut, non, mais qui a bloqué en France. Elles sont graves parce qu'elles ont bloqué toute recherche sur le cinéma anglais pendant des décennies. Quand il a dit des choses formidables, Truffaut, et il a révélé plein de cinéastes, et on lui doit le plus beau livre qui ait été fait, un des plus beaux livres d'entretien qu'un metteur en scène, qui est son bouquin sur Hitchcock. Et quand il disait qu'il devait y avoir une incompatibilité entre la notion de cinéma et l'Angleterre qui devait être due au climat, et que ça, après, ça a été repris par tout le monde, par les cahiers, par les mecs du Monde, qui disent, qui fait que quand Jean-Michel Fredon fait un livre sur l'identité nationale et le cinéma, il ne parle pas du cinéma anglais, qui est un cinéma qui, pendant la guerre, est un cinéma incroyable sur l'identité nationale pendant la guerre. C'est-à-dire que ces gens-là, et puis c'est repris par... c'est une phrase qui est reprise par Godard, qui dit dans son histoire du cinéma, il dit, chacun sait qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de cinéma anglais. C'est oublié Michael Powell Mais non, mais c'est déjà oublié tous les documentaristes anglais. Tous les documentaristes, les gens de Basil Wright, enfin tous les gens qui ont fondé Cavalcanti, tous les gens qui ont fondé le documentaire, tous les gens qui ont tourné dans toutes les images. Par exemple, certains épisodes de Pourquoi nous combattons ne sont faits que d'images anglaises, de documentaristes anglais. Ils sont cités par Godard comme étant superbes. Or, c'est n'est que des œuvres de cinéastes anglais. Humphrey Jennings, les documentaires Listen to Britain, de tout ça, voilà. Donc, il y avait aussi un truc qui m'énerve un tout petit peu, c'est que chaque fois on me dit qu'on m'accole le truc cinéma américain. Donc je me dis, étant donné qu'on me fait une carte blanche, je ne vais surtout pas prendre de film américain, parce que chaque fois on me colle ça. Ce qui est vrai, que j'ai un intérêt que j'aimerais faire découvrir, par exemple, des dizaines de westerns ou de films de noirs méconnus. Mais je dis, mais puisque on n'arrête pas, je ne peux pas avoir quelqu'un qui m'interroge sans me dire, ah évidemment, vous, c'est le cinéma américain. J'essaie de lui dire que moi, je défendais des films de Julien Duvivier, que j'étais très ami avec des gens comme Edmond Tégreville, dont on montrait les films au Nickelodeon, que tout ça, bon. Alors je me suis dit, autant faire une carte blanche aussi sur le cinéma français, dont je m'occupe beaucoup à l'Institut Lumière. On a sorti des films, on a ressorti des films, montré des films, et d'essayer, s'il y a une carte blanche, autant montrer des films que les gens ont du mal à voir. Bien sûr, alors voilà, vous citiez à l'instant du Vivier, je disais, la carte blanche fait la part belle quand même au cinéma des années 30. Alors oui. Duvivier en est une des figures emblématiques, mais vous êtes plutôt allé chercher... Mais Duvivier, il y avait du mal à trouver certains films. Il y avait du mal. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pu prendre, vient de sortir en DVD, Allô Berlin, ici Paris, Duvivier, qui était quand même... Et le reste, parmi les meilleurs Duvivier, sont chez des gens où c'est vachement dur d'avoir des copies. Par exemple, Voici le temps des assassins, qui est un chef-d'œuvre.
c'est René Château, et c'est vachement dur d'avoir les films chez René Château. Alors voilà, je me suis dit, autant, pendant que j'y suis, autant aller dans des cinéastes moins connus que Duvivier, en espérant qu'un jour, on fera un véritable travail sur Duvivier, et qu'on réévaluera, et qu'on pourra enfin revoir La Belle Équipe, des films comme ça, qui sont quand même des œuvres très importantes. Alors, voilà, parmi ces cinéastes que vous avez choisi de remettre à l'honneur, je dirais, il y a notamment Maurice Tourneur. Oui. Alors, c'est intéressant parce que Maurice Tourneur, il apparaissait aussi dans un de vos films, Laissez passer, où vous reveniez sur le tournage de La Main du Diable. Et ici, vous avez choisi deux de ces films, donc, qui sont une comédie avec le sourire et puis un polar tout à fait étonnant, Au nom de la loi. Oui. Alors, Maurice Tourneur est un cinéaste qu'on est plusieurs à essayer de remettre à sa juste place. Il y a Kevin Brownlow s'y emploie beaucoup. Et c'est le premier d'ailleurs, je dois à Kevin Brownlow le fait qu'il m'ait attiré mon attention sur vraiment Maurice Tourneur, dont à un moment je ne connaissais guère que Justin de Marseille, qui m'avait vraiment plu, mais je connais... Et certains films que j'avais vus avec Patrick Brion, mais en même temps que je les découvrais chez Patrick Brion, il y avait Kevin Brownlow qui écrivait que Maurice Tourneur a eu une influence aussi, dans le cinéma américain aussi grande que celle de Griffith. Donc on se dit, ça vaut le coup d'enquêter. Un type comme Brownlow, quand il écrit quelque chose comme ça, et il dit les films de Tourneur, c'était des films qui se voulaient extraordinairement ambitieux au temps du muet, et il a joué un rôle gigantesque, et c'est vrai qu'il y a plusieurs films de Tourneur qui sont incroyablement novateurs à cette époque. Incroyablement novateur. Il y en a, je crois qu'il y a un des premiers films, mais très très tôt, qui est sur le tournage d'un film que fait Tourneur, et où le cinéma se moque du cinéma. Je crois que c'est un film de 1913 ou 14, où tout d'un coup le cinéma se prend comme propre sujet. On doit à Tourneur, et aussi, dont l'assistant était Clarence Brown, à Clarence Brown, la plus belle version, une des plus belles versions avant le Michael Mann d'adaptation du Dernier du Mohican, qui est une version de 1920 qui est de toute beauté. Il y a des films très ambitieux de lui, la Dap Metterlink, L'Oiseau Bleu. Donc il y a tout ça, il y a tout cet homme qui est un des, en 1920, un des 3-4 metteurs en scène les plus importants à Hollywood. Et cet homme qui est resté aux États-Unis, qui n'a pas voulu revenir en France parce qu'il était objecteur de conscience. Il n'a pas voulu. Et la France lui en a toujours voulu de ça. Ce qui fait qu'il n'a pas été accueilli en France. On n'a pas voulu l'accueillir en 28-29. Et que ça a pris pour l'équipage. Il a eu beaucoup de mal à revenir. Puis finalement, il est arrivé à rentrer en France dans les années 30. Alors accessoirement, c'est le père de Jacques Tourneur. Hein, et qui avait beaucoup parlé de son père, qui habitait dans l'atelier de Puvis de Chavannes, et qui lui avait appris beaucoup de choses sur l'art. D'ailleurs, c'est très intéressant, les livres que Maurice Tourneur conseille à son fils de lire, qui vont de tous les écrits de Freud, de Jung, il lui demande de lire tous les philosophes, de lire tous les livres sur la psychiatrie, comme ça, de lire Sager-Masoch. Il lui dit, lisez ces livres, c'est très 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 curieux. Hein. Les conseils de lecture, c'est pas du tout quelque chose, la personne qui dit à son fils de lire les 2 livres à la mode du mois. Et donc il a fait cette carrière en France qui est restée longtemps peu étudiée, à l'exception de Jean Mitry, qui a écrit un petit opuscule sur lui. Et c'est quelqu'un, finalement, on se dit, il a vécu jusqu'en 62, 63, personne ne l'a jamais rencontré pour l'interviewer. Il a arrêté d'être metteur en scène à l'issue d'un accident de voiture, dans les années 47-48, il était devenu handicapé, et il a terminé sa vie, pour gagner sa vie, il traduisait des séries noires. Il y a, dans les premiers, je
crois, 50 volumes de La Série Noire, il y en a plusieurs qui sont en voie de traduction de Maurice Tourneur. Et moi, je ne pensais pas que c'était le même quand je les lisais. Je ne faisais pas le lien. Et je m'en suis finalement toujours voulu. Mais j'en ai voulu. À l'époque, moi, j'étais très jeune. J'en ai voulu un peu à tous les soi-disant historiens du cinéma, les gens qui sont Sadoul, tous les gens autour. Il n'y a personne qui va le rencontrer, qui va essayer de l'interroger pour le faire parler de ce que c'était que de travailler à Forlì, les concurrents de Hollywood, les studios de l'Est américains. Voilà, donc j'ai choisi Au nom de la loi, qui vient d'être restauré par Pathé. Alors là, il y a un très beau coffret, aussi, que vous pouvez acheter, de plusieurs DVD de Maurice Tourneur dans un coffret, dont j'ai supervisé les bonus. Ça m'a permis de revoir Au nom de la loi, qui est un film sidérant. Oui, c'est assez formidable. Enfin, il y a notamment une scène d'interrogatoire. Oui, oui. Il y a d'abord, on est surpris, c'est 32, par le nombre d'extérieurs réels. Le fait qu'il y a des tas de scènes qui sortent du studio. On est surpris par la qualité des décors, des accessoires. Moi, je montrais le film à un spécialiste de la police française, qui a écrit des livres essentiels sur l'histoire de la police, et qui me disait, mais ce film est une mine d'informations pour un historien, et on voit que le metteur en scène a fait des recherches très très précises, parce que le préfet de police, les supérieurs, l'intérieur du bureau, mais dès le premier plan, où on est à l'intérieur du Quai des Orfèvres, où il y a quelqu'un qui a corrigé un orthographe sur l'écriteau d'un bureau, on se dit qu'on est dans moi je retrouve la même volonté de casser des mythes, de casser des clichés que j'ai eu quand je fais L627. Je vois le même genre de travail chez Maurice Tourneur. Et cette scène d'interrogatoire, vous faites allusion, c'est en effet une scène d'interrogatoire très, très forte, très brutale, puis le type il est pratiquement allongé par terre, et puis à un moment, les gens s'interrompent, on amène sur la table où ils sont, on amène des plats, il y a une sorte de ragoût, ils commencent à manger, tous les flics, devant le mec allongé. Ils servent du vin, de temps en temps ils lui disent tu veux un coup, là tu veux manger. Et Jean-Marc Berlière, qui fait le bonus, dit c'était comme ça que ça se faisait, les types dînaient devant le vin, et d'où l'expression se mettre à table. Qui est devenue une expression populaire, ça voulait dire que c'est quand on décidait de dénoncer, on se mettait à table, donc on dénonçait, on avait le droit d'aller manger, de passer à la table des flics et d'aller manger. Et donc ça a donné lieu, cette expression. Donc c'est formidable de voir un film, c'est le seul film français où j'ai vu ça, de même c'est le seul film français où je vois à un moment, il y a une fouille à corps. Marcel Chantal. Oui, de Marcel Chantal, d'une femme. Il n'y a pas de femme flic à l'époque. Donc on fait monter la concierge du Quai des Orfèvres pour faire la fouille à corps. C'est une scène très très surprenante. Et quant à Avec le sourire, c'est une comédie écrite par cet auteur intéressant qui est Louis Verneuil, auteur de Boulevard, mais je crois de Boulevard avec des pièces un petit peu plus ambitieuses. C'est lui qui adapte au cinéma La Vie Vert pour Elvire Popesco, qui était le mari ou le compagnon d'Elvire Popesco. Il transforme le personnage d'américaine en roumaine. Donc il y a un moment, le fameux truc dans le discours, il y a tout d'un coup 3 mots en roumain dans le fameux discours à l'Académie française. Et Louis Verneuil a écrit un scénario original, avec le sourire, qui est très 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 amusant, très cynique, qui donne un rôle très noir à Maurice Chevalier, qui est un ambitieux, qui va détruire tous les gens qui l'aident à gravir les échelons, et lui, dès qu'il l'a, il les bazarde. C'est un truc vraiment original. Il y a une scène que j'avais jamais oubliée depuis la première vision, où il fait chanter un peu ça s'appelle le délégué général, l'équivalent du ministre de la Culture. Enfin, un ministre fait chanter. Un ministre qui est en train de sécher sur des mots croisés,
et qui est en train d'essayer de trouver un fleuve de la Mésopotamie en 9 lettres. Et son assistant lui dit le Danube. Et il dit le Danube peut-être, c'est comme fleuve de la Mésopotamie. Maurice Chevalier le fait chanter en lui faisant croire qu'il connaît ses rapports vraiment très louches avec Emma Piédoux, dite l'infatigable. C'est donc tout d'un coup on est dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. On est déjà on est dans un truc comme ça dans ce film qui a un ton, alors un ton d'une netteté, une espèce de jovialité dans la noirceur, la comique, sur l'arrivisme. Je trouve que c'est donc ces deux films qui méritent largement d'être... Et il y en a d'autres, je trouve qu'il mériterait une vraie... Et en effet, je lui ai rendu hommage dans Laissez-passer, où je montre le tournage d'un film qui est un film remarquable, que la Gaumont viendrait éditer en Blu-ray. La main du diable. La main du diable, et je montre comment que le film a été tourné avec parfois, ils avaient de la pellicule qui était constituée de chutes. Ils pouvaient faire que des plans qui devaient être minutés parce qu'ils n'avaient pas plus que le plan. Et le film a une tenue visuelle qui moi, m'a rendu très admiratif des gens qui travaillaient dans ces conditions. Alors, dans ces deux films, dans un de ces deux films de Maurice Tourneur, il y a aussi Charles Vanel, c'est dans oui. La loi, il joue un inspecteur. Oui. C'était un acteur de prédilection pour Tourneur, il l'a utilisé plusieurs fois, et Vanel est déjà, dès 1932, un acteur d'une modernité sidérante. Dans un film précédent de Tourneur, qui est Accusé, levez-vous, qui est beaucoup moins réussi, et où par exemple Gaby Morlet, le jeu de Gaby Morlet est extraordinairement démodé, Vanel rentre, et le moment où rentre Vanel, la modernité de jeu arrive. Là, il efface tout. Tous les autres acteurs ont l'air de jouer à côté de Vanel. Et il va faire cette carrière absolument admirable. Voilà. Oui, alors on le retrouve dans un autre film de votre sélection, qui est L'équipage, le film d'Anatole Litvak, donc qui est une adaptation de Joseph Kessel. Et qui est un très très bon film. C'est un de ces films qui nous a fait reconsidérer l'œuvre de Litvak. Et c'est notre plus grand, notre plus grand remords avec Pierre Rissian, mon ami Pierre Rissian et moi, c'est qu'on a eu ce conformisme bêta de ne pas essayer de rencontrer Litvak. Parce qu'à cette époque, les films de Litvak étaient éreintés par Truffaut, Aimez-vous Brahms, Le couteau dans la plaie, etc. Pierre Rissian dit qu'il a revu Aimez-vous Brahms et qu'il y a des qualités. Le film n'est pas réussi, mais qu'il n'est pas si nul que ça. Le couteau dans la plaie est vraiment nul. Vraiment. Mais il y a tout d'un coup, on a découvert tous les films avant que faisait Litvak. Et il y a des films passionnants, Litvak. Et puis on se dit, c'est un metteur en scène qui a commencé en Russie, dans les années 20 en Russie, qui arrive en Allemagne, qui fuit l'Allemagne avec le nazisme, qui arrive en France, où il tourne un film incroyablement inventif visuellement, qui est Cœur de Lilas. J'ai failli proposer aussi. Aux États-Unis, alors maintenant, tous les témoignages que j'ai recueillis disent que son rôle dans la série Pourquoi nous combattons a été parfois beaucoup plus important que Frank Capra, que c'est lui à qui on doit les ambitions politiques de la série, le fait d'aller tourner en Russie, The Battle of Russia, c'est Litvak. Qu'ensuite il va faire toute une série de films dont beaucoup sont écrits par des gens qui seront sur la liste noire, comme l'ami de Brecht, John Wexler, qui fait 2 scénarios pour Litvak. Il va travailler sur des films qui sont très ambitieux, dont certains sont réussis. Raccrocher, c'est une erreur, est un film noir tout à fait formaliste et intéressant. Et que c'est quelqu'un qui quitte les États-Unis en 51, au moment de la liste noire, et qui va se réfugier en Europe. Et je me suis toujours demandé, personne n'a été l'interroger, s'il ne l'a pas quitté aussi parce qu'il y avait une désillusion de lui. Le témoignage de Kazan,
sur Litvak est très passionnant dans ses mémoires. Kazan dit que de tous les metteurs en scène à qui il a travaillé comme acteur, Litvak était le seul qui plaçait la caméra à la Warner. C'est lui et pas le chef-op qui plaçait la caméra. Le seul qui refusait de se... Et Kainen ne l'aimait pas pour ça. Le seul qui refusait de se plier au montage. Il voulait tourner dans des plans très longs et pas du tout juste faire ce que faisait Lloyd Bacon, plan large, plan moyen, plan rapproché, gros plan. Donc il voulait que tout ça soit fluide, là. Et donc Cagney ne l'aimait pas, c'était plus compliqué pour des acteurs comme Cagney de jouer dans ces plans longs, comme ça. Et Kazan dit, pour lui c'est le seul metteur en scène qu'il a vu à la Warner quand il était acteur. Il n'y en a pas d'autres. Donc tout ça donne de Litvak une image dont on se dit, oui, ben, il faut passer les derniers films, il faut passer La Nuit des Généraux, il faut passer un moment où ces mises en scène sont devenues plan-plan, pour se dire que, en tous les cas, d'avoir traversé 4 pays, d'avoir vécu, d'avoir connu aussi bien le communisme, le début du nazisme, la résistance, d'avoir participé, d'être l'auteur du premier film anti-nazi à Hollywood, Confession of a Nazi Spy, premier film anti-nazi. Il n'y a pas de film anti-nazi avant le film de Litvak, dont il est à l'origine du scénario. Donc tout ça, on se dit, peut-être que... Mais quelle paresse on a eu, quelle paresse et quel conformisme et après on s'est juré qu'on ne retomberait pas dans ce genre de travers, et surtout tous les gens qui ont travaillé avec lui, François Arnould, qu'il connaissait, etc., disaient que c'était un homme incroyablement généreux, c'était un Russe qui aurait été ravi, qui vous accueillait, que c'était un conteur formidable. Et c'est, voilà, on est passé à côté, donc je voulais montrer l'équipage, qui est une de nos découvertes. Un jour, avec Christian, on voit ce film, et on se dit, mais moi je crois que je l'avais écrit, ça. Je le trouve meilleur que La Patrouille de l'Aube de Hawks. Je trouve que c'est meilleur, je trouve que c'est plus intelligent sur la narration, je trouve que les scènes d'aviation, de description de camp, ça, c'est meilleur que Hawks. C'est un film très fort, je trouve que dans le ton, on peut rapprocher aussi de Renoir, de La Grande Illusion. Oui, je trouve qu'il y a une âpreté de ton, il y a un moment ce début très étrange d'une scène de départ de gens qui se quittent pour la guerre, qui est tournée en chant contre chant, si je me rappelle, en enchaîné, en fondu enchaîné. Alors que ça se passe, c'est donc une chose très formaliste et très curieuse. Il y a des descriptions d'arriver dans un aérodrome au petit matin, dans la brume et tout, qui sont très réussis, très réussis. Voilà, donc j'avais envie de montrer l'équipage. Il y a une version de Maurice Tourneur que j'aimerais bien voir un jour. Ça fait partie maintenant de rêve de comparer la version de Maurice Tourneur et la version de Litvak. Vous avez dit que c'est un cinéaste qui a dû travailler dans 4 pays différents. Plusieurs des cinéastes dont vous avez choisi les films ont comme ça été amenés à travailler en exil, oui, à un moment ou l'autre de leur parcours. Bon, vous m'avez dit que c'était plutôt une coïncidence. Mais... Oui, j'y avais jamais pensé, ça. J'y avais pas pensé, mais il se trouve qu'ils ont eu tous des vies bousculées. Et s'ils ne sont pas très connus, c'est parce qu'à chaque fois, il y a des petites raisons. Hein. Il y a des raisons. Leur carrière a été interrompue, c'est parce qu'ils ont souffert de quelque chose. Donc j'ai choisi Pierre Chenal. Pierre Chenal est un type qui a eu un moment de semi-célébrité avant-guerre. La Maison du Maltais, il a des films qui remportent des prix. La Rue sans joie. On le demande de faire l'adaptation de Crime et Châtiment, qui est écrite, je crois, par Marcel Aimé, en plus, et où il y a Harry Bor, il y a des acteurs qui sont quand même assez impressionnants dedans. Et il va faire plusieurs films très réussis. Moi, je trouve... et j'en ai choisi 2. J'aurais pu choisir L'Affaire Lafarge, j'aurais pu choisir aussi L'Alibi, qui est un polar tout à fait... où Ström et Jouvet sont extrêmement tenus dans un film très amusant, très vif et tout. Ben, j'ai choisi le Dernier Tournant et L'Homme de nulle part, qui est un film sidérant. Oui, qui est adapté de Pirandello, oui. D'où c'est Feu Mathias Pascal. Oui, Feu Mathias Pascal,
qui a déjà été fait par L'Herbier. Et là, Chenal veut le tirer, veut faire un mélange de drame et de farce. Et moi, je l'ai écrit à plusieurs reprises, c'est que Chenal réussit ce que Renoir va rater des décennies plus tard quand il fait Héléna et les hommes. Héléna et les hommes, et c'est aussi un mélange de tentatives de transformer en farce un sujet dramatique. Ça avait été porté, Pina, quand vous revoyez le film, c'est une déception absolue. C'est un film qui est complètement loupé, qui a une distribution qui est complètement à côté de la plaque. Le film de Chenal est d'une invention, d'une force. Pierre Blanchard y est supportable, ce qui n'est pas une chose qui arrive si fréquemment que ça. On peut déjà le remercier Chenal, parce que c'est un acteur qui est parfois, pas toujours, il est très bien dans Les Croix de Bois, mais il est parfois dans le genre de surjouer. Cocteau disait de lui un regard d'aigle avec une cervelle de moineau. Il y a Le Vigan qui est... Et Le Vigan, qui était un des acteurs favoris de Chenal, qu'on voit aussi dans Le Dernier Tournant, qui est phénoménal dans L'Homme de nulle part, dont on doit signaler que le générique est complètement menteur. C'est-à-dire qu'il y a marqué scénario et dialogue d'Armand Salacrou, et Chenal a dit que Salacrou n'a pas écrit un mot de ça, et que lui, Chenal a écrit le scénario avec Vitrac, avec Roger Vitrac, cet auteur de théâtre adoré par les surréalistes, qui a écrit Victor, les enfants au pouvoir, et donc il n'est crédité que pour le dialogue additionnel, et Chenal dit il est l'auteur de l'intégralité du scénario, Vitrac. Et Salacrou, il n'y a pas un mot d'Armand Salacrou, de même qu'il dit dans Le Dernier Tournant, il n'y a pas un mot de Charles Spack, que lui a refusé le dialogue de Charles Spack qui était très verbeux, et que Chenal est revenu à utiliser à 90% les dialogues du livre de James Cain. Et alors justement, c'est le film qu'on va voir dans quelques minutes, c'est la première adaptation de ce roman qui en a connu 4. Bon, c'est quand même assez surprenant que donc, le livre de Cain, sorti en 1934, connaît sa première adaptation en Europe, et la seconde aussi d'ailleurs. Oui, la première c'est celle-là, la seconde c'est Obsession de Visconti, et les Américains n'arrivaient pas à se dépêtrer de ce film, à cause du code Hays. Ils n'arrivaient pas, d'ailleurs quand ils l'adaptent, ils le magnifient, et d'une certaine manière, il y a des choses étonnantes dans l'adaptation à cause de Garfield, et puis Lana Turner en short blanc, mais c'est une adaptation fantasmée. C'est rêvé, on est à l'opposé avec le style MGM très glamour de l'espèce d'âpreté teigneuse qui est le propre de l'univers de Cain, qui est un truc très très basique, matter of fact, sans lyrisme. L'écrivain absolument. Ce que préserve étrangement Chenal. Il préserve ça de façon assez curieuse. Oui, il le préserve, notamment dans le choix de son interprète féminine, Corinne Lucher, qui est tout à fait étonnant, enfin qui est remarquable dans le film. C'est-à-dire que le choix de Corinne Lucher, ça va contre toute l'époque. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les vampes langoureuses, style, et il y en avait des spectaculaires en France, Viviane Romance et Ginette Leclerc à ce moment-là, lui va prendre cette fille très jeune, qui a très peu fait de films, qui est morte à 29 ans de tuberculose, après avoir eu cette vie très étrange, une vie amoureuse extraordinairement tourmentée, une vie politique, puisque c'est la fille d'un des chefs de file de la collaboration, alors qu'elle est amie de Simone Signoret, alors que, paraît-il, elle aide un peu des Juifs, elle aura des histoires d'amour avec des Allemands, avec plusieurs fois avec des Allemands, et elle va suivre ses parents à Sigmaringen. Donc elle va être frappée d'indignité nationale en revenant en 1945, et elle mourra 5 ans plus tard, elle ne se remettra jamais de tuberculose. Donc sa carrière est très très courte,
Et je trouve qu'elle a quelque chose d'unique. Elle a une espèce d'urgence dans la façon de jouer, un débit très 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 rapide, qui n'est pas du tout le débit de l'époque, un physique qui n'est pas le physique de l'époque, qui est là. Et je trouve qu'elle amène quelque chose de très très unique hein, dans ça, Corinne Luchaire. Et c'est vrai que elle reste complètement opaque comme personnage. C'est d'ailleurs, je trouve, un des intérêts du film, c'est qu'il préserve tout du long l'ambiguïté des différents personnages. Oui, y compris de Michel Simon, qui est génial dedans. Génial, génial. Alors, utilisé avec des aspects inattendus. Alors, le personnage, le choix le plus étrange, et il faut avoir un... On met un petit peu de temps, moi je mets un petit peu de temps chaque fois à m'y habituer, c'est Fernand Gravel, qui est acteur belge, qui était spécialiste de la comédie mondaine. Et là, en vagabond déclassé, les premières minutes, on se dit toujours qu'on voit le Gravet qui joue des ambassadeurs, qui joue qui a même joué dans des comédies américaines où ils avaient changé son nom. Il l'écrivait E.T., hein, il l'écrivait Gravette, hein, pour prononcer là, comme ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer Gravette. Mais je trouve que quand on arrive au milieu du film, il commence à passer et on se dit, il a quelque chose de curieux. Il a aussi une neutralité dans la façon de jouer. Voilà. Chenal se posait des questions il avait été trop audacieux dans l'anti-casting. Il dit, j'ai voulu trop refuser l'image attendue par les gens, peut-être que ça m'a... je trouve qu'au contraire, oui, et puis je trouve qu'il y a des scènes franchement étonnantes, enfin, notamment quand le juge vient le trouver, enfin, sans déflorer trop l'intrigue, mais je trouve que Chenal met ça en scène de façon... Mais je trouve que la mise en scène est un mode, il y a une utilisation de l'espace. Alors Chenal était un grand amoureux du cinéma américain, ça se voit d'ailleurs dans le film. Que aussi, il faut casser quelques légendes, les metteurs en scène cinéphiles ne sont pas nés avec la nouvelle vague. Il y avait des gens dans les années 30 qui étaient des super cinéphiles, dont certains avaient des revues de cinéma, écrivaient dans des revues de cinéma. Chenal écrivait dans des revues de cinéma, défendait des films. Chenal était un type qui connaissait formidablement le cinéma. Moi, j'ai un peu discuté avec lui. Il était très, il dévorait des films à l'époque, comme Edmond Tégréville, comme mon ami Jean Sacha, dont j'aurais pu choisir Cet homme est dangereux, qui est l'un des meilleurs films d'Eddie Constantine, qui lui, quand même, en 33-34, crée une revue de cinéma qui s'appelle L'Ami du film, dans lequel il fait des interviews de Rouben Mamoulian, il vante Raoul Walsh, les travelling de Raoul Walsh. Donc, voilà, les metteurs en scène cinéphiles, je dis, ça n'a pas commencé. Il faut dire, là, ça n'a pas commencé avec Rivette, ça n'a pas commencé avec Godard, Truffaut. Il y a des gens d'avant qui l'étaient. Peut-être pas Carnet, pas autant Lara, peut-être pas ça, mais en tous les cas, c'est énormément de réalisateurs sont venus au cinéma, sont venus à la mise en scène par l'amour du cinéma. Gréville est venu au cinéma parce qu'il avait un amour immense pour les films d'Erin Wallström, et que lui voulait à un moment faire des films et diriger Eric Wallström. Et c'était voilà. Donc ça, il faut qu'on dise ça sur ces cinéastes, parce que il y a ce côté, comment dire, création spontanée qui arrive tout d'un coup en 61, tout d'un coup il y a une génération de gens. Non, il y a des choses qui sont arrivées de manière, il y a des choses progressives qui sont arrivées. De même que c'est intéressant de montrer, comme dans la biographie de Pat McGilligan, que les films d'Hitchcock, les chefs-d'œuvre du cinéma anglais d'Hitchcock ne naissent pas par l'opération du Saint-Esprit. Ils naissent parce qu'il y a autour de lui des équipes formidables de scénaristes, de truqueurs, qui sont des gens qui vont le nourrir. Les scénaristes d'Une femme disparaît sont des gens formidables. Formidables, voilà.
vous-même, est-ce qu'on peut dire que vous êtes inscrit un peu dans cet héritage, je dirais, enfin, vous avez notamment travaillé avec Orange et Boss, qui étaient scénaristes, enfin, Oui, d'un mais des films que vous avez choisi. je ne l'ai pas fait pour reprendre un héritage. Je ne me sens pas capteur d'héritage, je ne suis pas notaire. J'ai voulu travailler avec eux parce que je pensais qu'ils étaient bons. Point barre. Quelle que soit l'époque, l'année, ça aurait pu être des Zoulous travaillant là. Il se trouve que quand je voyais les films qu'ils écrivaient, que j'écoutais le dialogue, je me disais, mais ce dialogue, il y aura un exemple de Jean Ranch dans Lettres d'amour, c'est une merveille. Et ce dialogue, il n'y a rien qui est démodé dans ce dialogue. C'est brillant, c'est très contestataire. J'aimais, moi, ce qu'ils écrivaient, et je me disais, mais d'abord, premièrement, ce sont des gens qui font des films très féministes, et c'est pas un des grands traits du cinéma français de l'époque. Tous les films de Orange avec Odette Joyeux sont des films hyper féministes. Lettres d'amour, c'est hyper féministe. Non seulement c'est une comédie sur la lutte des classes, sous le régime de Vichy, faire un film sur la lutte des classes, c'est des trucs. Mais c'était ce qu'il expose, là encore, j'ai utilisé ça dans l'essai passé, quand il dit, mais pour tourner la censure, vous faites un film d'époque, et tout d'un coup, vous dites plein de vérités qui ne passeraient pas si c'était moderne, mais vous pouvez attaquer la bourgeoisie, l'église, la police, tout, dans un film d'époque. Hop, vous dissimulez, et tout le monde comprend les allusions. Mais dans Lettres d'amour, le petit dialogue entre Napoléon III et Odette Joyeux, quand il lui dit « Mais vous êtes une très jeune veuve », elle dit « Oui, sire, j'ai été mariée 3 mois et je suis veuve depuis 3 ans. » On lui dit 3 mois de bonheur et 3 ans de tristesse. Elle dit non. 3 mois de tristesse et 3 ans de bonheur. Je veux dire, on est dans travail, famille, patrie à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, c'est un truc qui détruit le mariage. Elle est hyper contente de ne pas être mariée. La femme, c'est pas... On n'est pas dans l'illustration de gens qui sont soumis à l'idéologie de Vichy. En plus, elle travaille. C'est une femme qui dirige une compagnie de diligence, qui est poursuivie par l'Église, qui est poursuivie par la justice, qui est poursuivie par la bourgeoisie, parce qu'ils disent une femme n'a pas le droit de travailler, c'est immoral. Donc elle a des procès, on lui fait des procès pour le fait de travailler de ça. Et c'est le sujet du film. C'est quand même tout à fait formidable qu'un film comme ça soit de 43, avec en plus, on peut voir ce qui est aussi là un des signes de goût de Lara. Les robes sont de Christian Dior, et bizarrement, alors qu'il n'y avait pas d'étoffe pour les habits de tous les jours, pour les trucs à costumes, les Allemands avaient préservé les étoffes. On pouvait avoir des matériaux, donc ça permettait de faire des films historiques. Et donc vous avez un film, donc tous les costumes, et tous les magnifiques costumes d'Odette Joyeux ou de Simone Ronan sont dessinés par Dior. C'est vraiment très très... c'est extraordinairement... Mais moi c'est un film que je trouve formidable, avec l'histoire de... avec une des interprétations les plus prodigieuses de Carrette, là, qui fait un maître à danser, monsieur, je crois, Loriquet, qu'on appelle toujours l'Iroquois, et il dit, mais non, pas l'Iroquois, enfin, et qui passe les 3/4 du film dans un état d'épuisement, parce qu'il doit apprendre à danser le quadrille des lanciers aux nobles, et puis qui veulent mettre les gens du peuple dans l'embarras, en leur imposant une danse qu'ils ne savent pas danser. Les autres ont eu vent de ça, donc ils apprennent en douce la même danse. Donc ils kidnappent le maître à danser en le faisant passer pour un médecin aliéniste. Et donc le type, il ne peut pas dormir. Dès qu'il a fini de travailler dans un truc, il vient et il est obligé de faire répéter le quadrille des lanciers à Odette Joyeux et à toutes les bandes. Et Carrette traverse tout ça dans un état comateux, de type qui ne sait plus très bien où il est. C'est absolument, il est à pleurer de rire. C'est une des grandes interprétations burlesques de sa vie, où il n'arrive plus à donner des ordres et tout. Dans ce film que Noël Burch, comme ça, signale comme étant l'un des 3 films sur la lutte des classes fait sur l'occupation, alors qu'il n'y en a aucun avant la guerre de films sur la lutte des classes. C'est marrant qu'il y avait 3 qui sont faits sous l'occupation. Hein.
C'est une manière qu'avaient les cinéastes de résister à un régime comme ça. C'est de faire ça en douce. Il y a douce, lettre d'amour et lumière d'été. C'est-à-dire Orange, Bost, Prévert. Ce sont des gens qui vont faire des égrémillons. Voilà. Un autre film de votre carte blanche, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur, c'est Tamango, le film de John Berry, bon, qui est un peu postérieur, mais qui est en même temps un film tout à fait novateur. J'ai réussi à le revoir hier, parce que je l'avais mis dans la carte blanche pour le voir. Parce que c'est un film qui a une très très mauvaise réputation. Très mauvaise réputation, qui avait été éreinté par Truffaut, sous prétexte qu'il était... c'était une trahison de Mérimée, ce qui est vrai. C'est vrai, c'est une trahison de Mérimée. Mais c'est un film à l'opposé de la nouvelle de Mérimée. C'est quand on le voit, c'est un film incroyablement courageux, incroyablement en avance sur le rapport de l'esclavage, sur le rapport aux questions raciales, sur la traite, sur les rapports entre les Noirs et les Blancs, qu'est-ce que c'est que la notion d'esclave et tout, et sur un personnage de Noir contestataire, révolutionnaire, qui veut unifier les gens de son peuple pour détruire les Blancs, et qui dit, quand même, je ne veux pas révéler la fin, mais de toutes les façons, nous gagnerons, puisqu'à partir, même si on nous tue, le fait d'être mort fera qu'on ne sera plus vendu. Donc on gagnera, on ne sera plus des marchandises. Et d'entendre ça dans un film de 56, je veux dire, je trouve, et là, c'est vrai, là encore, John Berry n'arrêtait pas de nous le dire en disant, je trouve que vous devriez aller voir mon film parce que j'en suis assez fier de ce film. Moi, putain, je l'ai fait, ce film-là, voilà, personne faisait des films sur les Noirs à l'époque et tout. Je l'ai fait, je me suis fait assommer par la critique française. Il faudrait un petit peu le voir. Et puis il nous disait toujours, en Amérique, auprès des Noirs, le film, il a vécu comme ça. Il a eu une sorte de seconde exploitation dans le public noir. Et c'est comme ça que j'avais eu un DVD doublé en anglais de ce film que j'ai vu. Et je me suis dit, mais oui, c'est vachement intéressant ce film. Et j'y ai trouvé les qualités de directeur d'acteur de Berry, qui était un super directeur d'acteur. Pour ceux qui veulent s'intéresser en dehors, là, le DVD sorti par Wildside, Menace dans la nuit, Iran All the Way, dernier film de Garfield, chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre. Et la direction d'acteur de Garfield, de Shelley Winters et des autres acteurs, c'est à pleurer, c'est de l'émotion. Berry était le seule personne qui était... Orson Welles disait qu'il lui volait des scènes sur Mercury, comme acteur. Il pouvait voler une scène à Welles. C'est ça. Et le Kurt Jürgens est formidable dans Tamango. Et il y a Dorothy Dandridge. Oui. Je trouve son personnage est très 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 fort. Il y a un personnage de femme noire qui est, alors, hyper en avance sur l'époque. Hyper en avance, même par rapport à Django, de film de Tarantino, le personnage de femme est 10 fois plus intéressant. Moi, je trouve que par moment, elle est... Est-ce que c'est une question de doublage? Est-ce que c'est une question de mimique? Je la trouve très, très émouvante dans les 10 dernières minutes du film. Très, très, très émouvante. Et tout d'un coup, le dernier plan, qui est très long sur elle, là, est formidable, formidable, formidable. C'est pas la petite histoire, pour l'histoire, John Berry, c'est un cinéaste blacklisté. Oui, oui, c'est un type qui est parti dans des conditions mirobolantes, en sillonnant les routes pour ne pas avoir à témoigner, donc ne pas être obligé d'aller devant. Il ne fallait pas qu'on lui remette en main propre une convocation devant le tribunal. Donc il guettait les gens, et il sautait par la fenêtre quand il voyait un mec qui sonnait, pour éviter. Et un jour, il s'est mis à sillonner la route en voiture pour gagner les 2-3 jours qui lui restaient à voir, pour pouvoir atteindre, il avait toujours son passeport, pouvoir atteindre le Canada et partir de Montréal en France.
Et comme il s'emmerdait à sillonner l'autoroute, il a pris un autostoppeur. Il raconte ça, c'était assez formidable. Et il commence à parler, l'autostoppeur, à un moment lui dit, mais tu sais, moi, qu'est-ce que tu fais? Je suis ingénieur, tu sais, où est-ce que tu travailles? À Los Alamos. Dans le truc qui était en train de fabriquer la bombe atomique, qui avait fabriqué la bombe atomique, Los Alamos. Berry, il arrête sa bagnole, il a dit, sors. Je suis menacé, communiste, avec un mec qui travaille à Los Alamos, je suis passible d'espionnage pour les Russes. Donc le mec ne comprenait pas du tout, il l'a déposé au bord de la route. Le mec lui disait mais non, mais ça. Et donc il raconte ça. Je trouve que c'est ces moments, la vie de ces gens, comme ça, c'est formidable. Et c'est Berry qui doublait, il gagnait sa vie en doublant Gabin en anglais, dans les versions qui sortaient aux États-Unis des films de Gabin, et Bronson en français. C'est la voix française de tous les films de Charles Bronson, c'est John Berry. Hein, c'est comme ça. Et par ailleurs, il joue dans Autour de minuit. Je l'ai fait jouer dans Autour de minuit, un rôle important. Voilà. Ben, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous, Bertrand. Soyez curieux, venez voir ces films. Je pense que vous ne les regrettez pas. Il y en a plein dont on n'a pas parlé, comme le Henri Calef, Jéricho. En effet. Jéricho, qui est un super film, et aussi le chef-d'œuvre de Jean Grémillon, Patte Blanche, qui est un des grands films maudits qu'il faudrait du cinéma français des débuts des années 50, un film très étonnant. Très étonnant. Grémillon, d'ailleurs, un cinéaste maudit, on peut dire. Oui, c'est un cinéaste maudit, mais c'est un cinéaste qui a fait 3 ou 4 des films qui, moi, dans mon panthéon, hein, de Remorque, Le ciel est à vous, le ciel est à nous, c'est à nous, à vous. À vous. J'arrive jamais à retenir à qui est ce putain de ciel. En tous les cas, c'est un de mes films favoris. Ces documentaires sur André Masson et les 4 éléments, c'est formidable, c'est un metteur en scène absolument magnifique, et je pense que Patte Blanche compte parmi ces grands chefs-d'œuvre. Très belle musique d'Elsa Baren, très belle musique. Voilà. Mais ce sera donc à partir du 1er juillet ici même. Encore un grand merci.